Ils quittèrent leurs manteaux d'internes et les jetèrent dans le feu. Ils les regardèrent brûler jusqu'à ce qu'il n'en reste que les boutons calcinés. Puis ils sortirent et marchèrent jusqu'au petit lac voisin. Celui-ci, parfaitement rond, reflétait le vert intense des sapins qui l'entouraient. Le silence et le calme étaient absolus. Le premier qui dit « c'est le premier matin du monde » a perdu, s'amusa Milena. « C'est le premier matin du monde » s'écria Bartholoméa, et il se précipita vers la berge. Il ôta en un clin d'œil tous ses vêtements et plongea dans l'eau glacée. Il nagea avec furie, fouettant l'eau de ses bras, de ses jambes. « Viens, viens » cria-t-il quand il eut atteint le milieu du lac. Elle hésita, puis se déshabilla aussi et s'avança au bord. « Viens » appelait Bartholoméo. Elle ne pouvait plus faire autrement. Elle hurla à gorge déployée et se jeta à l'eau. Ce fut comme si on perçait son corps de 1000 aiguilles rougies au feu. Ils se rejoignirent au milieu du lac, suffocants, secoués de rire, incapables de parler. Quand ils furent à nouveau sur la rive, l'air leur sembla brûlant. Ils coururent jusqu'au refuge et entassèrent dans le feu des branches sèches toutes les bûches qui restaient et leurs habits qu'ils avaient rapportés sous leurs bras. Le bois crépita, projeta des étincelles, puis les flammes montèrent haut. Ils tirèrent alors un matelas devant la cheminée et se glissèrent sous les couvertures. Leur peau, chaude du feu, était encore par endroits glacée de l'eau. Quelques gouttes du lac perlaient dans le dos blanc de Milena. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, s'embrassèrent, se caressèrent, stupéfaits d'être là tous les deux, nus, corps contre corps, pour la première fois, et de ne pas avoir peur. Quand ils s'éveillèrent, longtemps après, le soleil était déjà haut. Ils firent l'inventaire des vêtements que Martha avait rassemblés pour eux dans le sac. Il manquait 10 centimètres au pantalon de Bartholoméo, et il dut défaire les ourlets pour l'allonger un peu. Milena, elle, se trouva affublée d'une robe qui aurait pu appartenir à sa grand-mère et d'un manteau noir à col fourré. Au point où j'en suis, plaisanta-t-elle en désignant ses cheveux qui ressemblaient à un champ de blé après la moisson, mais l'œil de Bartholoméo lui répondait « Tu peux t'habiller de n'importe quoi. Tu ne parviendras pas à être laide. » En tout cas, dit le garçon, les hommes chiens vont se trouver devant un problème épineux en arrivant ici. Nos traces s'arrêtent à ce refuge. Désolé, messieurs, nous redescendons. L'idée de franchir la montagne et de fuir leur avait vite semblé insupportable. Autrefois, leurs parents avaient fui, mais au moins ils s'étaient battus avant. Ils avaient défié la phalange. Des gens étaient sûrement prêts à le faire, aujourd'hui encore, comme cette femme qui avait dit « c'est dommage » dans la carriole. Il suffisait de les trouver et de les rejoindre. La force brutale était bien sûr du côté des barbares. Mais comment croire qu'il n'y ait pas, tapi dans le cœur des gens, le souvenir précieux de leur vie d'avant? Il y avait à coup sûr une braise sur laquelle souffler, avant que les ténèbres ne recouvrent tout à fait le monde. Dans leur conversation enfiévrée du refuge, Bart et Milena avaient eu l'intention ardente qu'un lien existait entre ce feu à rallumer et la voix d'Eva Maria Barr. Les barbares l'avaient fait taire, cette voix. Bart savait comment, mais à présent elle vibrait dans la gorge de Milena, et tout était peut-être encore possible. De plus, la jeune fille, qui commençait tout juste à retrouver la trace de sa mère, ne pouvait se résigner à y renoncer aussi vite. Chacun de ses pas vers le nord allait contre son cœur, contre son désir d'en savoir plus sur cette femme à qui elle ressemblait tant. Et puis, s'était-il dit, comment laisser derrière eux Katharina Pansek et Basile dans leur cachot? Leur sacrifice exigeait autre chose que la fuite. Les secrets révélés par Basile avaient aussi fait leur chemin dans l'esprit de Bartholoméo. L'effrayant Van Vlick n'était après tout qu'un homme, et un ordre de lui suffisait sans doute à ouvrir les portes de tous les internats. Il fallait le trouver, cet homme, et le contraindre. De quelle façon? Ils n'en avaient aucune idée. Mais au moins, ils auraient essayé. Ils auraient lutté. C'est dans cet espoir insensé qu'ils avaient pris leur résolution. Abandonner la fuite et rejoindre la capitale, qui se trouvait dans le sud du pays. Ni l'un ni l'autre n'y étaient jamais allés. Ils marchèrent longtemps, trouvèrent le fleuve, volèrent une barque accrochée à un ponton et se laissèrent dériver, ne s'arrêtant que pour dormir et désengourdir leurs jambes. Le grand fleuve semblait vouloir les protéger. Il leur offrait sa douce rumeur et la lenteur de ses eaux. Il les berçait. « Chante !» disait parfois Bartholoméo, et Milena plissait pour lui
le petit carré de peau entre le haut du nez et le front. Au milieu de la 3e nuit, ils passèrent sous un pont. Le ciel clair était parsemé d'étoiles. Bartholoméo reconnut les 4 cavaliers de pierre. « Milena, réveille-toi, c'est notre petite ville. Regarde ton internat. » La jeune fille, qui dormait sous une couverture, au fond de la barque, pointa le nez et se redressa pour voir. « Tu as raison, ça fait drôle de passer sous le pont. On est si souvent passé dessus. Regarde, il y a des gens qui traversent. On dirait des internes avec leurs manteaux. Qu'est-ce qu'ils fichent là à cette heure ?» En effet, 2 personnes se hâtaient en direction de la colline. La première semblait porter quelque chose de lourd sur son dos, un sac peut-être. La seconde, un peu plus petite, une fille sans doute, suivait de près. Mais la barque, entraînée par le courant, les empêcha de mieux voir.